Bonsoir et bienvenue à tous. Et oui, c'est encore nous. Et nous sommes très heureux de vous accueillir dans votre club de 28 minutes. Vous y serez en charmante compagnie, celle de nos clubistes qui vous attendent. Ils sont historiens, géographes, essayistes, dessinatrices et vont se saisir dans un instant de l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, pour renforcer la lutte contre la pédocriminalité en milieu scolaire, le ministre de l'Éducation présente un nouveau texte pour écarter définitivement les personnels coupables de comportements inappropriés, même s'ils n'ont pas été condamnés par la justice. C'est ce qu'on appelle en langage trivial une liste noire. Ça veut dire que nous aurons évincé un agent public en raison de son comportement avec les mineurs, quand bien même il n'aurait pas été condamné, eh bien, il sera inscrit sur une liste qui empêchera toute forme de réemploi au sein de l'école. Ce suivi administratif plus étroit permettrait d'éviter que des personnes mises en cause dans un établissement se recassent dans un autre. Mais comment définir précisément ces comportements inappropriés ? Ces listes noires risquent-elles d'aller trop loin ? Faut-il s'en tenir aux seules décisions de justice ? On en débattra. Puis nous cultiverons notre jardin avec notre invitée de la semaine. Catherine Delvaux est ingénieure agronome. Elle publie un album de bande dessinée qui raconte 10 000 ans d'histoire des jardins, depuis les racines mythologiques de celui d'Éden jusqu'à la passion des potagers qui gagnent même les urbains. Et en fin d'émission, nous retrouverons notre belle plante à nous, le toujours fleuri David Castello-Lopez. Salut David. Bonsoir Renaud, ça va ? Bah oui, de quoi vous nous parlez ça ? Je vous parle de vélo gonflable. Je sais que c'est intriguant encore une fois, mais ça va bien se passer. Intriguant et gonflé. À tout à l'heure David. Voilà donc le programme du Club de 28 minutes, c'est parti. Bonsoir Marjorie Adelson. Bonsoir Renaud. Bienvenue Marjorie. Merci. Ravi de vous retrouver. Et Frédéric Saïs, bien sûr. Bonsoir Renaud. Salut Frédéric, bienvenue à vous. Et voici donc nos clubistes de ce soir. Bonsoir Sylvie Brunel. Bonsoir Renaud. Ravi de vous accueillir Sylvie. Je rappelle que vous êtes géographe et écrivaine et le titre de votre dernier ouvrage, paru aux éditions Alcide, Camargue en féerie. Et oui. À vos côtés, Raphaël Doran. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Bienvenue essayiste, ancien haut fonctionnaire. Vous avez publié aux éditions Passé Composé, excellente maison d'édition d'histoire, faire de la France une démocratie. Bienvenue à vous Raphaël et oui. Eh oui, Renaud. Pascal Blanchard. Eh oui, Renaud. Vous avez réussi à vous introduire jusque sur ce plateau. Eh oui. Soyez le bienvenu, maintenant Merci. que vous êtes là. Merci. Historien, bien sûr, Pascal. Non, c'est un plaisir de vous retrouver. Et je rappelle, vous, le 7248e ouvrage que vous avez bien sûr coécrit, en l'occurrence avec une compagnie prestigieuse, celle de l'historien Benjamin Stora. Doit-on s'excuser de la colonisation ? C'est paru aux éditions Desclés de Brouwer. Et au pupitre, notre ami Louison. Salut Louison. Salut Renaud. Bienvenue Louison, dessinatrice bien sûr. Je rappelle le titre de votre BD, Porculus, paru aux éditions Rue de Sèvres. Tout de suite Frédéric, la première actualité de la semaine, c'est une décision symbolique, l'abrogation d'un texte de loi qui n'était plus appliqué depuis très très longtemps. Oui, c'est fait. Les députés l'ont voté à l'unanimité, l'abrogation de ce code noir, ensemble de textes promulgués sous Louis XIV qui régissait l'esclavage, code noir qui évidemment n'était plus appliqué effectivement depuis l'abolition de 1848, un vote donc avant tout symbolique, mais qui vise aussi à ouvrir le débat sur d'éventuelles réparations, d'éventuelles indemnisations. Abroger le code noir est nécessaire, mais aucun vote ne pourra réparer à lui seul des siècles de vie brisées. Et la grandeur d'une république ne se mesure pas seulement à ce qu'elle commémore, elle se mesure aussi à la manière dont elle protège aujourd'hui encore la dignité humaine. Alors, on va revenir à la question des réparations, mais d'abord, je me tourne vers l'historien de ce plateau, Pascal Blanchard. On a presque du mal à comprendre pourquoi ce code noir n'avait pas été abrogé jusqu'ici depuis 178 ans. Parce qu'en 1848, au moment de la seconde abolition de l'esclavage, pas la première, de la Révolution française de 1994, on a pensé que parce que l'esclavage était aboli comme la traite, qu'il était interdit, qu'il ne pouvait plus y avoir d'esclaves sur le sol de France, de facto, tous les textes de loi qui pouvaient être liés au statut d'esclave auraient été supprimés. En fait, le droit est un peu plus compliqué. De facto, il n'y pouvait plus avoir d'action menée à partir de ce texte, puisque le statut d'esclave disparaissait. Donc, de facto, le statut de maître. Mais en réalité, ces textes sont restés, parce que la loi n'a pas pensé qu'il fallait ni nettoyer ce texte-là, ni les autres. Il y en a beaucoup d'autres, de textes produits pendant la période esclavagiste, en fonction des terres et des territoires. Celui-là n'est qu'un des codes noirs. Je vous rappelle qu'il y a eu aussi un code noir en 1724 pour la Louisiane, par exemple. Ça viendrait à l'idée personne, peut-être, d'aller l'abroger, mais mine de rien, je rappelle qu'un texte qui n'est pas définitivement supprimé de notre code de loi pourrait très bien un jour être réanimé. Là, on avait affaire à une abrogation symbolique. Donc c'est uniquement symbolique, Sylvie Brunel ?
Non, je ne crois pas, parce que ce n'est pas un geste désuet pour quelque chose qui a disparu, c'est aussi une reconnaissance de quelque chose qui reste profondément ancré aujourd'hui, à la fois dans le statut social, par exemple en Martinique et en Guadeloupe, des populations issus de la traite des Noirs, et puis cela se traduit aussi par l'ouverture à une demande de réparation ou de restitution, comme on a vu avec les objets d'art de l'ex-Dahomey. Ça pose aussi la question de la réparation et de l'indemnisation de Haïti. Haïti qui a dû payer une fortune en 1825 pour son indépendance. Il faut se souvenir que ce sont les propriétaires d'esclaves qui ont été indemnisés à l'époque et pas du tout les esclaves. Donc, mes étudiants de la Sorbonne me disaient ça reste quelque chose qui continue à nous marquer. Et d'ailleurs, quand Jean-Pascal Zadi fait le film Noir tout simplement, ou Gaston Kellman dit je suis noir et je n'aime pas le manioc, eh bien ça renvoie quand même à des stéréotypes qui restent ancrés dans les consciences. Et c'est bien que l'Assemblée nationale ait voté à l'unanimité l'abrogation. Raphaël Dohan, pour ce qui est de ce processus justement législatif, est-ce que l'abrogation symbolique donc de ce code noir, mais importante, c'est un solde de tout compte à vos yeux, ou est-ce qu'à l'inverse ça ouvre un nouveau processus, y compris peut-être un processus législatif, vers une série de réparations, et si oui, lesquelles, justement liées à ce passé esclavagiste? En soi, je pense que cette décision-là n'ouvre pas elle-même quoi que ce soit. C'est une décision politique après de choisir ou pas de faire des réparations. Mais d'autant plus que je ne trouve pas que ce soit non plus... Enfin, il faut rappeler qu'on a eu la loi Taubira avant, et puis même le décret de 1848. C'est 2001, la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Je trouve que la France avait déjà regardé en face cette partie de son histoire, et même en 1848, voire avant. Il ne faut pas oublier que beaucoup de Français, d'intellectuels français et d'hommes politiques avaient déjà milité contre l'esclavage, dès l'époque même du Code noir d'ailleurs. Autant on peut... Étant une formation d'historien de l'Antiquité, et dans l'Antiquité, personne ne remettait en question l'esclavage, autant à l'époque du Code noir, il y avait des gens qui étaient contre. L'abbé Raynal, d'ailleurs, avait fait une réflexion intéressante en disant au XVIIIe siècle que si on abolissait le Code noir, il ne faudrait pas que les anciens esclaves soient trop revanchards, parce que le Code blanc serait terrible. Enfin, Pascal Blanchard, sur la question des réparations, est-ce qu'il faudrait une sorte de texte législatif global qui acte en quelque sorte des grands principes, ou est-ce qu'au final, c'est du cas par cas avec chaque pays et chaque histoire entre la France et ses pays? Les deux. Ça peut paraître complexe, mais déjà, il faut un principe. Et Emmanuel Macron a dit qu'il n'était pas prêt. Dans le discours qu'il a fait à l'occasion du 25e anniversaire de l'Art Taubira à l'Élysée, j'étais là, comme d'autres, il a dit « Je n'ai pas fini ma réflexion ». Au bout de 10 ans, il était peut-être un petit peu temps qu'il pousse un peu sa réflexion. On aurait tous aimé qu'il soit un peu plus précis et qu'il dise ce que la France allait faire. Puisque la France est quand même le premier pays au monde à avoir reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Au bout de 25 ans, il est peut-être temps de se mettre à réfléchir d'une manière déjà philosophique aux réparations. Et puis, dans un second temps, pays par pays, on voit bien qu'avec Haïti, il y a une commission... forcément qu'il y ait un accord entre la France et les pays qui en ont... Bien sûr, regardez avec Haïti, c'est la commission mixte qui est en place, Bruno Dely. Il y a une commission mixte avec des historiens haïtiens et français qui sont en train de réfléchir à comment justement... Parce que là, la dette, on la mesure, on connaît son impact. En plus, 21 milliards de dollars. La France a fait très très fort. Ça, c'est l'estimation de ce que ça aurait coûté à Haïti s'il avait pu réinvestir en interne. Mais on a quand même fait payer aux anciens esclaves leur liberté. Et ça a duré près de 150 ans pour rembourser. C'est quand même extraordinaire. Comme en 1848, on a indemnisé les maîtres, tu l'as dit, d'avoir perdu quelque part ces biens meubles qu'étaient les esclaves. Vous voyez qu'il y a des cas de figure très particuliers. Et puis, ça veut dire quoi réparer? Il y a un débat. On répare comment? Est-ce qu'on répare en construisant des musées? Je rappelle qu'en France, il n'y a pas de musée d'histoire coloniale. On répare en indemnisant les gens. On répare... Qui va être indemnisé? Parce qu'on est descendant de descendants de descendants. Toutes ces questions-là, aujourd'hui, elles font l'objet d'une réflexion, et la France... Donc c'est une réflexion qui va être encore très très longue au vu de sa complexité, comme vous le dites. Il faut un courage politique, Renaud Dely. Un dessin de Louison. Alors on est en 2026 et de la même façon que le code de Louis XIV ou le code vestimentaire, rien n'est adapté maintenant, je trouve. Merci Louison. Frédéric, votre duel de la semaine maintenant. Ce duel, il échauffe les esprits et il oppose le Premier ministre à l'une de ses adversaires. Oui, Renaud, à ma gauche, Marine Tondelier, 39 ans, la secrétaire nationale des écologistes. À ma droite, Sébastien Lecornu, 39 ans lui aussi, le chef du gouvernement. Alors vous l'avez vu cette semaine, des écoles fermées à cause de la chaleur, d'autres laissées ouvertes mais suffocantes, des transports perturbés par la canicule que nous subissons depuis plusieurs jours, 17 départements en alerte orange encore hier. Le gouvernement a-t-il suffisamment anticipé cet épisode caniculaire qui touche en fait toute l'Europe de l'Ouest? Sébastien Lecornu a fini par convoquer une réunion interministérielle hier jeudi, une initiative bien tardive et nettement insuffisante selon Marine Tondelier. Je suis effarée par le degré d'impréparation du gouvernement qui fait quand même jeudi une réunion dont le thème est, je cite, le point sur la préparation des services de l'État. C'est-à-dire qu'au bout de plusieurs jours de canicule, ils font un point pour se préparer aux prochaines, mais on n'a toujours pas
compris ce qu'il faisait pour la vague de chaleur. Là, maintenant, c'est assez coupable et assez irresponsable. Et Marine Tondelier qui appelle d'ailleurs à la création d'un congé climatique jusqu'à 5 jours annuels pour les salariés en cas de forte chaleur, notamment un sujet qu'elle compte défendre à la primaire de la gauche à laquelle la patronne des écologistes est candidate. Alors, quelle réponse du gouvernement? L'exécutif est resté assez discret sur cette réunion spéciale canicule qui s'est tenue hier à Matignon. Pas d'annonce nouvelle et dans les médias, les messages des ministres, c'était en substance face à la canicule, il faut garder la tête froide. Voici par exemple le ministre du Travail. On connaît les grandes chaleurs, c'est pas la première fois qu'on a chaud dans le pays. Alors c'est la première fois qu'il fait aussi chaud au mois de mai. Mais les 2, 3, 4 années précédentes, moi j'étais président de la SNCF, je peux vous dire qu'on a anticipé les canicules bien évidemment. Donc les dispositifs anti-canicules, ils existent. Je le redis une nouvelle fois. Bien sûr, les entreprises savent ce qu'il faut faire quand il fait chaud et elles l'ont déployé, bien sûr, puisqu'il y a des alertes météo. Dès qu'elles sont prévenues que les températures montent, les entreprises mettent en place des plans anti-canicules. Alors, vous noterez que le ministre renvoie la responsabilité vers les entreprises. Et ça, c'est assez symbolique du clivage politique sur cette question des canicules. La gauche estime que c'est à l'État de prendre en charge l'ensemble des mesures. À droite et au centre, on renvoie plus facilement vers l'individu qui ne doit pas tout attendre de la puissance publique, de l'État nounou, je mets des guillemets à cette expression, qui vous dit quand est-ce qu'il faut vous hydrater ou vous mettre à l'ombre par 40 degrés. Il reste que l'adaptation au changement climatique, ça restera un choix politique, évidemment. Comment mieux isoler les bâtiments publics, comment préserver des espaces de fraîcheur. Tout cela repose sur des choix, mais aussi sur des marges de manœuvre budgétaires. Et c'est peut-être l'un des non-dits de ce duel. Le gouvernement est engagé dans la réduction drastique du déficit public, objectif de moins de 5% l'an prochain du PIB. On fait partie des 3 plus gros déficits d'Europe ici en France. Entre autres mesures économiques, d'économie, le fonds vert qui a été raboté, divisé par 2 en 2 ans. C'est un fonds qui permet justement aux communes de s'adapter au changement climatique. Voilà qui pourrait être, ou qui devrait être peut-être, l'un des débats de fond de la prochaine présidentielle. Sylvie Brunel, selon vous, le gouvernement en fait-il trop peu, assez sur cette question des canicules à répétition? Alors, au-delà des postures préélectorales qui expliquent la vivacité du débat, il est certain qu'aujourd'hui, la France doit s'engager dans un plan de préparation, comme il y a des préparations au désastre, de préparation et d'adaptation aux conséquences d'un changement climatique dont on mesure chaque jour les conséquences, particulièrement cette semaine. Est-ce que l'anticipation, l'adaptation, elle doit être anticipatoire ou réactive? Il est certain que le gouvernement est obligé aujourd'hui d'appliquer un certain nombre de mesures. On le voit bien, il n'est pas d'ailleurs totalement inactif. Vous avez vu les limitations sur la circulation, vous avez vu aussi la défense des feux de forêt, donc le renforcement des moyens, la fermeture des écoles. J'aime quand l'ancien président de la SNCF dit c'est aux entreprises, parce qu'il faut quand même se rappeler que la SNCF a interrompu le fonctionnement d'un certain nombre de trains corail parce que la climatisation n'y est pas effective et que les passagers souffrent trop. La France doit aujourd'hui accepter qu'elle entre dans une nouvelle ère et se mettre en ordre de bataille. Maintenant, vous l'avez dit aussi, l'État n'est pas un État nounou. C'est-à-dire que nous sommes aussi capables de comprendre que quand il fait très chaud, il faut prendre aussi un certain nombre de protections individuelles. Et avec quels moyens, Raphaël Dohan, aussi, qu'il s'agisse des pouvoirs de l'État ou des collectivités locales? Par exemple, la rénovation de l'ensemble des établissements scolaires, c'est à peu près 50 milliards d'euros. Les collectivités locales n'ont pas ça en caisse pour lancer un tel programme. Non, et programme. surtout pas tout de suite, parce que c'est aussi des questions de rapidité d'action. Mais effectivement, je pense qu'on ne peut pas... On voit beaucoup de propositions qui surgissent qui consistent en fait à arrêter l'activité du pays s'il fait trop chaud. Mais ça ne peut pas tenir dans la durée. Enfin, vous savez, la transition, ça coûte très très cher. Oui, bien sûr, mais l'ancien dirigeant de Singapour, vous savez, Lee Kuan Yew, disait que le succès de Singapour n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu la climatisation. Dans un pays qui évidemment a un climat différent, mais nous on voit aussi que le changement climatique fait qu'on va vers un climat un peu différent de celui qu'on a connu. Donc je pense qu'effectivement, il faut trouver des moyens d'adaptation. L'investissement dans la climatisation, c'est le plus rapide et le plus efficace à court terme pour permettre de maintenir l'activité. Après, la végétalisation et la rénovation thermique, c'est beaucoup plus coûteux, beaucoup plus long terme. Il faut faire les deux, probablement. Oui, Pascal Blanchard, vous voyez assez dubitatif sur la question de la climatisation généralisée. Oui, parce que je pense que c'est une solution immédiate, mais qui sera beaucoup plus catastrophique à moyen terme. Oui, ça ne baisse pas les émissions de gaz à effet de serre, c'est le problème. Non, je pense permet de travailler. Non, mais on est d'accord. Pour s'adapter, mais pas de résoudre le problème à terme. Ce qu'on a hérité de 2003 et de la crise, je rappelle, c'est quelles sont les personnes les plus vulnérables. La grande canicule de l'été 2020. C'est quand même, voilà, avec un Mattei, un ministre à l'époque qui n'avait pas été très opérationnel. Le ministre de la Santé, Jean-François Mattei. C'est pour ça que les ministres s'excitent pour ne pas retrouver ce qu'on a appelé le syndrome Mattei. Rappelons-nous quand même une chose, ceux qui ont été les plus touchés par cette situation-là, c'est les personnes âgées et les personnes vulnérables. Et je pense que là où on reproche au gouvernement quelque chose en ce moment, c'est que sur ces personnes isolées qui ne sont pas qu'en EHPAD, où il y a des programmes, les personnes isolées, rien n'avait été prévu ou rien n'est prévu aujourd'hui. Et c'est peut-être là
qu'on peut dire qu'il y a un reproche à faire au gouvernement. Il n'y a pas que les personnes plus âgées qui sont évidemment concernées, n'est-ce pas, Louison? Alors, il y en a un qui a son mot sur la clim, c'est l'enfant que porte Marine Tourdelier. Ça fait des semaines qu'il est à 37 degrés, il ne se plaint pas, mais il aimerait demander quand même. Bon. Merci Louison, c'est maintenant l'heure de la une internationale. C'était lundi à la une de l'Osservatore Romano, le quotidien du Vatican. Magnifique humanité. Le pape Léon XIV a publié sa première encyclique consacrée à un enjeu majeur pour l'avenir, l'intelligence artificielle. Il ausculte l'impact des nouvelles technologies, appelle à préserver la personne humaine face à la révolution de l'IA et il s'inquiète des risques de dérive comme la désinformation ou la surveillance généralisée des populations, mais le pape n'excommunie pas l'intelligence artificielle elle-même. Habemus Papam 2.0, ce pape est-il résolument moderne, Raphaël Dohan, ou peut-être un peu trop technophile d'ailleurs? Non, moi je trouvais qu'il était surtout dans un entre-deux pas si intéressant que ça en réalité. Que cette encyclique, elle avait l'occasion, enfin le pape avait l'occasion de montrer une sorte de voix ou de discours original, différent de ceux à la fois des instances, disons, de régulation et des gouvernements et des entrepreneurs de la tech. Je trouve qu'il n'a pas vraiment fait. Il s'est un peu placé dans la logique justement d'un think tank ou d'un régulateur. Vous auriez préféré dire quoi? Il aurait dû aller dans quelle direction? On a aujourd'hui une technologie qui promet, et je pense que ça va être le cas à un horizon difficile à définir, mais de concurrencer l'humanité sur ses tâches de réflexion, sur des productions culturelles, sur la création artistique, intellectuelle. C'est quelque chose qui est profondément troublant pour nous, parce que c'est un peu comme la découverte que la Terre tourne autour du Soleil ou de l'inconscient, enfin, c'est les fameux traumatismes de l'humanité. Là, on en a un autre qui est en train d'arriver. On aurait pu imaginer que justement le pape saisisse à bras le corps de ça. Et je trouve que le texte le fait pas vraiment, parce qu'il consiste à dire en fait, ça ne pense pas vraiment, en fait, ça ne crée pas vraiment, donc il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Et je trouve que c'est un peu dommage. Pascal Blanchard, dans cet essor de l'IA, ça pose des questions évidemment anthropologiques, économiques, sociales, d'emploi très lourdes. Ça aurait été typiquement un sujet pour les Nations Unies, pour des organisations internationales, cette régulation de l'IA. Est-ce que le pape n'est pas en train de faire le travail que la communauté internationale ne fait pas? Comme les Nations Unies sont mortes en même temps, on l'a bien vu, elles n'ont plus beaucoup d'intérêt en ce moment, elles n'interviennent plus, elles n'ont plus d'envoi. Oui, le pape est une des rares personnes qui, sur Terre, peut avoir du poids. Alors, je ne serais pas d'accord avec vous sur un point, c'est que Léon XIII, quand même, avait élaboré une contre-pensée à la révolution industrielle et capitaliste, il faut le rappeler. Et d'ailleurs, il s'inspire quelque part un peu de son prédécesseur, en ayant pris le même nom. À la fin du 19e siècle. Voilà, et il nous a appris qu'il pouvait y avoir une dimension sociale dans le capitalisme. On ne rejette pas complètement l'économie de marché, mais elle ne peut pas fonctionner en étant un tueur à gages, en laissant les gens, en gros, sans être mal payés, sans tenir compte des effets. Léon XIV s'inscrit un peu dans cette filiation. Oui, je pense. Il cherche un compromis. Je l'ai dit lui-même. Enfin, Oui, il l'a dit. Il cherche un compromis. C'est pour ça que ce compromis que propose le pape est intéressant. On ne va pas pouvoir se passer de l'IA, mais l'IA ne doit pas non plus être destructeur. Il va falloir être vigilant. On ne peut pas tout à l'heure. Et puis attendez, il dit quelque chose qui est très fondamental, je pense, sur l'utilisation de l'IA par rapport à la guerre, par rapport à la mort, par rapport aux risques militaires. Et donc c'est un des débats. Un mot de Sylvie Brunel. Oui, aucun algorithme ne peut rendre la guerre moralement acceptable. Il fait cette encyclique de 130 pages et qu'il présente avec Christopher Olah, qui est le fondateur d'Anthropic et qui a refusé que Claude soit mis au service de l'administration trumpienne dans les frappes ciblées. Moi, je trouve au contraire que cette encyclique un mot de conclusion, Raphaël, est essentielle. Mais il ne se met pas à la hauteur de l'enjeu. Il passe plusieurs paragraphes à parler de la consommation d'eau, des centres de données. Je ne suis pas sûr que le pape ait vraiment un avis intéressant à donner sur la question. Enfin, ce sera le mot de la fin. J'ai compris. Ce soir, dommage pour l'eau, Renaud Délis. À propos d'eau, justement, l'IA, parfois, c'est trompeur, n'est-ce pas, Louison? Donc ça a commencé il y a longtemps, les images un peu mystérieuses, des gens qui marchent sur l'eau, tout ça. Fake news. On y croirait. Merci, Louison. Frédéric, l'autre dossier de la semaine maintenant, ce sont ces listes noires que le gouvernement envisage de dresser pour éloigner les pédocriminels des élèves. Oui, le gouvernement a présenté cette semaine en Conseil des ministres un projet de loi pour la protection de l'enfance, sujet évidemment ultra sensible en plein scandale sur les agressions d'enfants dans le périscolaire parisien. Le ministre de l'Éducation nationale veut entre autres pouvoir dresser une liste noire, liste des personnels accusés d'avoir eu, je cite, des comportements inadmissibles à l'égard des enfants, ce qui leur interdirait toute embauche dans d'autres établissements scolaires avant même toute décision de justice. Sylvie Brunel, on a l'impression qu'après des années de passivité, il y a enfin une prise de conscience? Totalement, c'est un problème dont on découvre aujourd'hui l'ampleur. Il y a 5 millions d'adultes en France qui ont été victimes d'abus sexuels pendant l'enfance. Le problème a été très longtemps nié. Ensuite, il a été minimisé. Aujourd'hui, il est impuni puisqu'on considère que 3% seulement des violences sexuelles donnent lieu à une sanction par la justice.
il est temps que l'État s'empare de cela. Alors, évidemment, ça s'inscrit dans un processus aujourd'hui de remise en cause avec Betaram, avec... Alors, il y a des risques, bien sûr, il y a des risques de dérive, il y a des risques, on a vu avec Outreau, mais en même temps, je crois que tous les parents aujourd'hui sont paniqués à l'idée que leurs enfants pourraient être exposés à des individus prédateurs. Oui, cela dit, est-ce que la panique est bonne conseillère? Pascal Blanchard, cette liste noire qui serait dressée avant même toute décision de justice, est-ce que ce n'est pas la porte ouverte, évidemment, à des excès, à des abus, à un état de droit un peu rogné? Alors, l'intellectuel va vous dire, vous avez raison, et le papa va vous répondre, vous avez tort. C'est ça. Pardon, excusez-moi de vous le dire, mais je viens à un moment. C'est inacceptable d'imaginer que dans notre système politique et administratif, quelqu'un qui a perdu son poste pour un comportement inadapté avec des enfants puisse retrouver dans un autre département ou une autre région, dans un autre établissement scolaire, un poste. Pardon, il y a quelque chose qui nous sidère. On est capable de le faire dans des tas de professions. Vous n'allez pas embaucher quelqu'un avec un rythme de classement, par exemple, islamiste, dans la fonction publique, par exemple, les services de renseignement. Soupçons, oui. Attendez, ça existe dans différentes catégories aujourd'hui. On sait que des enquêtes administratives, une enquête administrative n'est pas une enquête, je vous appelle, juridique, hein, c'est une enquête administrative, existent dans d'autres catégories. Je ne sais pas comment on va faire, je ne sais pas comment cet espace de non-droit peut être protégé, mais en tout cas, la priorité, c'est de trouver un système, faire que les enfants puissent être protégés dans l'espace public. Reste un point quand même, Raphaël Dohan, on peut envisager des mesures à caractère administratif qui aillent au-delà des décisions éventuelles de justice, bien sûr, comme vous voulez le dire, mais il reste un point essentiel, c'est comment définir précisément ces fameux comportements inappropriés. Comment les définir, justement, pour justifier de mettre des individus dans ces fameuses listes noires. Oui, d'un point de vue juridique, c'est très compliqué. De la rédaction exacte qu'on retient, mais je pense que là, en l'occurrence, ce ne serait pas extrêmement difficile. Et effectivement, Pascal Blanchard l'a dit, hein, mais il y a déjà beaucoup de cas, dans beaucoup de métiers, je ne sais pas si vous êtes croupier de casino, agent de sécurité, on va rechercher dans votre historique, et pas seulement judiciaire, s'il y a des indices qui laissent penser que vous ne seriez pas adapté au poste. Et c'est vrai que c'est toujours une appréciation à faire par la personne qui est en charge de ça. Ça peut être des critères un peu vagues, mais en fait, on fait confiance au bon sens des agents qui vont être chargés du recrutement. Il y a beaucoup d'avocats, Sylvie Brunel, qui disent attention, les personnes qui sont placées sur ce type de liste pourraient attaquer, pourraient saisir la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, en disant voilà, c'est parfaitement illégal ce qui est en train de se passer. Alors, le fichier du traitement des antécédents judiciaires montre que effectivement, il y a des ratés, il y a des individus qui sont inscrits dessus et dont on se rend compte qu'ils ne sont pas coupables. Néanmoins, c'est quand même un point de départ. Il faut autoriser les individus à en avoir connaissance et à pouvoir apporter leur défense. Mais une fois que le fait est avéré, Pascal Blanchard a raison, il faut absolument que ces individus ne puissent plus avoir accès à la petite enfance et même à l'enfance. Bien sûr. Allez, depuis janvier d'ailleurs, 78 agents de la ville de Paris ont été suspendus, dont 31 pour des soupçons de violences sexuelles. Mais pour les professionnels qui, eux, n'ont rien à se reprocher, le climat de suspicion devient très pesant. Écoutez ce témoignage recueilli par France Info. La pression monte. On fait très attention, effectivement, de ne pas toucher les enfants, ce qui peut parfois être problématique. Moi, ça m'est arrivé de devoir le faire pour séparer une bagarre. Voilà, il faut vraiment, vraiment toujours faire très attention à ce qu'on fait et dans quel contexte on fait. Ce qui est normal, à la base. Oui. Mais là, il y a la peur de l'interprétation. Pascal Blanchard, ce climat de suspicion dont parle cette dame, est-ce qu'il ne risque pas de créer des problèmes aussi dans un secteur qui a déjà beaucoup de mal à recruter? Est-ce que des potentiels candidats vont se dire, en fait, j'y vais pas? Tout à fait. Déjà, on a du mal à recruter parce que le métier est difficile. On a du mal à recruter parce qu'il y a tous ces risques, comme on entend. Il y a du mal à recruter parce qu'on paye très mal les gens. Donc oui, il y a un turnover considérable. Mais il y a aussi un turnover pour deux raisons. C'est les conditions de travail. Il faut se rendre compte que les conditions de travail peuvent être extrêmement difficiles dans ces milieux-là. Et comme vous l'avez dit, on le voit bien, ce que dit la dame, une pression au quotidien. À partir du moment où vous êtes consciencieux et qu'il y a une suspicion de la part des parents qui en entendent beaucoup parler. Je sais pas, ici, sur ce plateau, il y a des gens qui sont des papas et des mamans. Donc on est vigilant sur ces choses-là, surtout quand nos enfants sont petits. On est extrêmement vigilant. Et vous l'avez dit, il faut être très attention. C'est pas simplement pour la maternelle. C'est pas que pour les tout petits. C'est valable ce qu'on se dit pour les colonies de vacances. C'est valable pour les collégiens. Je veux dire qu'il y a une réflexion à avoir. Donc il faut, par définition, être extrêmement vigilant. Et comme il y a une politique de moyens qui pose débat aujourd'hui, qui fait question, on l'a dit tout à l'heure, sur l'établissement scolaire pour leur entretien par rapport à la crise écologique, c'est pareil. On a un vrai déficit de moyens et il faudrait des moyens importants pour vérifier qui vient, pour très bien payer les gens en pédagogue ou en enseignant qui travaillent et pour leur encadrement. À partir du moment où on a retiré les moyens depuis des années là-dessus, oui, vous savez, des gens qui arrivent, vous avez un tel problème de recrutement qu'on recrute des gens qui ne sont pas adaptés et qui ne devraient même pas imaginer être dans ce secteur. Oui, des métiers, Raphaël Dohan, où effectivement on est mal payé. Il y a aussi des horaires très hachés, ce qui fait que c'est extrêmement compliqué de gagner sa vie en ne passant pas sa journée dans les transports, par exemple. Oui, bien sûr. Et puis de toute façon, c'est un métier qui est difficile parce que c'est sensible. On ne peut pas ne pas être vigilant à tous les moments. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font effectivement que c'est difficile de trouver des bons candidats.
Un dessin de Louison. Le plus important, c'est qu'effectivement, il faut protéger les enfants, même parfois de ceux qui ont l'air gentils, parce que le danger est partout, même chez Nounours, sous le marchand de sable. Merci Louison. Marjorie, c'est maintenant l'heure de votre point com de la semaine. Alors ce soir, ce point com, c'est une nouvelle tendance alimentaire absolument ébouriffante, il faut bien le dire, c'est le boom des sardines. Et oui, car avant, la célébrité des sardines se limitait à ça. Qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte? Chante les sardines, Voilà, mais Patrick Sébastien et la chanson française. Ah bah oui, non, je suis une petite sardine, j'ai peu d'énergie. Patrick Sébastien et la chanson française, c'était pas assez. Alors désormais, les sardines sont célébrées dans le monde entier. Conséquence, leur vente explose. En cause, les réseaux sociaux, car la sardine est la nouvelle crème beauté, et bien plus encore. Si vous voulez avoir une belle peau, mangez des sardines. Sardine Taste Test Part 1. We are doing a 10-day sardine fast. Une seule boîte de sardines, c'est de la vitamine D, des os et des cheveux solides. Là, petit exemple, il est 9h30. Incroyable. Vu d'ici, vous en mangez, vous d'ailleurs. Hein. Ça m'arrive. Mais en tout cas, il n'y a pas d'heure pour la sardine. J'en mangerai peut-être une en sortant de l'émission. Si vous n'aimez pas, eh bien, vous allez finir par aimer. Les réseaux sociaux regorgent de recettes pour vous faire changer d'avis. Alors, il y a les sardines en salade, en beignet ou encore en toast. Bref, c'est comme vous voulez. Et puis, si les influenceurs ne cessent de vanter les mérites du petit poisson sur la santé et la peau et que vous êtes allergique aux influenceurs, eh bien, peut-être que si la sardine elle-même s'adresse à vous, eh bien, elle saura vous convaincre. What happens if you eat me 3 times a week? Your brain gets sharper, your joints stop hurting, and you start sleeping like a baby. Voilà, vous avez reconnu une sardine qui est en vacances visiblement à Santorin. Ouais. Alors, c'est vrai que la sardine est pleine de bonnes choses, elle est riche en protéines, en oméga 3, c'est pas nouveau, mais certains, semble-t-il, le découvrent. Bilan, en France, les ventes ont augmenté de 7,4% depuis le début de l'année. C'est plus 27% de consommation chez les moins de 35 ans. Alors sur les réseaux, eh bien, il y a d'abord les convaincus. J'ai mangé des sardines pendant 2 mois, j'ai perdu 15 kilos et ma peau était incroyable. Et puis, il y a les autres. Des internautes dénoncent par exemple les effets pervers de cette mode, car ils le rappellent, la sardine à la base est surtout un aliment des classes populaires. On a même gentrifié la conserve, regrette cette dame. Surtout que certains, franchement, n'y vont pas de main morte. Une tendance américaine, par exemple, préconise de manger des sardines et uniquement des sardines pendant 21 jours. Vous imaginez la quantité, surtout, n'essayez pas chez vous. Alors, du coup, y a ceux qui préfèrent en rire. Pas trop envie d'avoir une haleine de chat, s'amuse cet internaute. Attendez qu'il découvre le foie de morue, nous dit cet autre en plaisantant. Mais pourtant, ce sujet, il est extrêmement sérieux, car cette mode, elle vient pressuriser un marché qui est déjà en tension. Il y a quelques mois, des supermarchés avaient déjà alerté sur la pénurie due à la surpêche. Selon l'Unicoop, qui est l'Union nationale des industries de la conserve du poisson, les captures de sardines ont chuté de 40% en 2 ans, en cause notamment le réchauffement climatique, plus précisément le réchauffement des eaux qui pousse les petites sardines à aller dans des zones moins accessibles pour les bateaux de pêcheurs. Heureusement, les twittos ont la solution. Il faut vite mettre en place une taxe pour éviter que les consommateurs n'en mangent trop pour des raisons climatiques. Sylvie Brunel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette tendance, au final, c'est une bonne chose ou pas? Moi, ça m'inquiète beaucoup pour l'état de nos stocks halieutiques. L'Ifremer remarque que la taille et le poids des sardines... Des sardines? J'espère que personne ne s'appelle Sandrine sur ce plateau. Des sardines a diminué de moitié en 15 ans. On a vu avec la morue, on a vu avec le thon rouge que quand il y a un engouement, il y a des risques d'épuisement. Aujourd'hui, nos mers sont en très grand danger. Voilà, ça me paraît quelque chose de tout un peu, mais surtout pas se jeter sur ces pauvres sardines qui, rappelons-le, consomment du zooplancton, et zooplancton qui lui-même est en danger. Raphaël Dohan, on le voit avec ce phénomène, il y a quand même des comportements qui sont très moutonniers de la part des consommateurs. Oui, c'est sûr. C'est pas tout à fait nouveau non plus. Là, c'est spectaculaire. Il suffit qu'un influenceur dise manger des sardines, demain, ça sera du thon ou... Là, économiquement parlant, c'est moderne, ce qu'on voyait dans les publicités dans les années 50 pour le petit déjeuner en Amérique. Enfin, bon, le lait, puis voilà, exactement. c'est pas tout à fait nouveau de voir des modes alimentaires comme ça. Là, la nouveauté, c'est que ça passe par les réseaux sociaux, mais ça m'étonne pas énormément. Bon, il n'y a pas que les sardines dans la vie, Louison. Alors, ce ne sera pas mon plus grand moment de sororité, mais effectivement, sur les réseaux, j'ai plutôt l'habitude de voir d'autres genres de poissons. Ne vous excusez pas. Morue, mais bon, pauvre petite sardine. Merci, Louison.
Alors, mes amis, vous avez choisi une photo qui illustre à vos yeux un autre sujet d'actualité de la semaine que vous vouliez aborder. On va commencer avec vous, Pascal Blanchard. C'est la photo d'une femme. Qui est cette dame, Pascal? Alors, quand on la regarde comme ça, on se dit... Qui est-elle? Alors, pardon, C'est la Daniela question que je vous ai Kielt. Voilà, tout à fait, je cherchais son nom. C'est en fait une terroriste de la branche Armée Rouge en Allemagne qui a été arrêtée après 25 ans où elle s'était cachée. Mais elle avait continué à faire des attentats, notamment elle avait attaqué des banques. Alors, on l'accuse parce qu'elle vient d'être condamnée, mais elle va certainement passer dans 2 autres procédures d'avoir attaqué l'ambassade américaine, d'avoir fait des attentats contre les Américains, contre le monde bancaire. Elle devient une star chez les jeunes. C'est une ancienne membre de la fraction Armée Rouge. Excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Mais surtout, c'est la première terroriste au monde qui a été arrêtée grâce à l'IA. Par la reconnaissance faciale. Pourquoi? Parce que ça a tourné dans les services policiers, et donc maintenant vous êtes dans l'espace public, elle se cachait. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de personnes qui se cachaient en Europe, plus de 2 millions de personnes auraient disparu en Europe, et on présume qu'elle ne serait donc pas morte, recherchée par la police, et elle vient donc retrouver, c'est la première terroriste au monde arrêtée par l'IA, grâce à l'IA, condamnée par la suite, et en même temps elle devient une star parce qu'elle ne ressemble pas à une terroriste qui fait peur. Et pour la nouvelle génération, ce qu'on appelle la 4e génération Armée Rouge, aujourd'hui, qui est en train d'émerger chez les jeunes, anti-impérialistes, anti-capitalistes, anti-américains et pro-écologistes, elle devient une star. Merci Pascal. On va enchaîner avec votre photo. Sylvie, vous nous emmenez, Sylvie Brunel, en RDC. Oui. Où l'épidémie d'Ebola continue de faire rage. Oui, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé est aujourd'hui dans l'Ituri, c'est-à-dire à l'est de la RDC, République démocratique du Congo, là où a été prise cette photo. Alors, cette photo, elle est terrible. Ce sont des gens de la Croix-Rouge, des soigneurs de la Croix-Rouge qui transportent le cercueil d'un enfant, parce que les enfants sont les premières victimes de cette terrible épidémie d'Ebola, qui fait partie d'une souche face à laquelle on n'a aucun traitement, aucun vaccin, dont le taux de létalité est de 70%, au point que le Rwanda, l'Ouganda ont fermé leurs frontières, au point que le Canada refuse d'accueillir sur son sol des ressortissants originaires de ces pays, Ouganda, RDC et Rwanda. On est donc dans une situation de zoonose absolument dramatique. Et quand on voit à quel point on s'est mobilisé pour l'antivirus de la croisière et à quel point aujourd'hui on laisse cette partie du monde où il y a des milliers de personnes qui meurent des zoonoses depuis 1976, depuis la découverte d'Ebola, eh bien on se rend compte qu'il y a quand même une différence de traitement dramatique. Merci Sylvie Brunel. Et on va finir avec votre photo, Raphaël Dohan. C'est un sportif, un nageur, c'est ça, qui a gagné. Mais c'est des drôles de jeux, en l'occurrence. C'est pas les Jeux Olympiques. Et c'est ce qu'ils appellent des Enhanced Games, ou des jeux où on peut se doper, et où en fait on peut repousser les limites du corps humain par... les autres jeux, on peut aussi se doper, mais là, c'est légal, là, c'est autorisé. Là, on peut au sens légal. Et non, je trouvais ça amusant, l'existence même de ces jeux, parce que ça rappelle inversement qu'en fait, on doit... Enfin, on sait pas très bien quelles sont les limites du corps humain, en un certain sens. J'ai pensé même, vous m'avez proposé ces photos, et ça m'a fait penser à le record du monde du marathon qui a été battu il y a pas très longtemps, dans un marathon non dopé, enfin, en principe. Et on se demande un peu jusqu'où on va aller finalement dans la performance. Est-ce qu'on peut indéfiniment accroître les performances du corps humain avec des produits ou sans produits d'ailleurs? Et c'est comme si le corps humain était lui-même une sorte de nouvelle frontière aussi qu'on explore de plus en plus avec le sport. Et en l'occurrence, il s'agit d'un nageur grec, je crois, qui a battu d'ailleurs le record du monde non homologué, évidemment, du 50 mètres nage libre, grâce donc sûrement aux produits qu'il ingurgite. Un dessin de Louison. Alors jusqu'où on va aller? La réponse, c'est la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Ça marche avec les stéroïdes. Et je vous déconseille par contre, ça n'a pas l'air sympa. Merci. Louison, sortez vos bêches et vos arrosoirs. C'est l'heure d'accueillir notre invitée de la semaine. Catherine Delvaux a la main verte et la plume féconde. Elle a publié des dizaines d'ouvrages consacrés à sa passion, les jardins et potagers en tout genre. Bienvenue à vous. Voici donc cette très belle bande dessinée avec des dessins de Simon Hureau. La belle histoire des jardins. 10 000 ans de culture, c'est aux éditions des Arènes. Donc 10 000 ans de culture depuis le mythique jardin d'Éden jusqu'aux innombrables variétés de jardins à la française, à l'anglaise, à la japonaise et bien d'autres. Catherine Delvaux, avant de remonter ensemble justement le fil de cette histoire en prenant quelques exemples, juste une petite question d'actualité. Nous sortons tout juste d'une semaine et même un peu plus caniculaire, extrêmement rude. Nos jardins ont souffert. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que faut-il faire pour essayer de leur redonner quelques couleurs à nos jardins? Alors, on peut déjà commencer par arroser. Et tous les jardins ne souffrent pas de la même façon. Ceux qui sont bien paillés, là, pour ce qu'on a, enfin, à Bordeaux, je ne sais pas, mais dans la région parisienne, ça va. Donc, il faut vraiment arroser d'abord pour que l'eau tombe dans la terre, et puis pailler avec quand on tond la pelouse, on paille. Et là, je pense qu'on peut tenir jusqu'à dimanche.
Alors, merci du conseil. Revenons sur ces 10 000 ans de culture, donc cette très longue histoire. Ça commence quand, Catherine Delvaux? C'est quoi et quand le tout premier jardin? Alors, le tout premier jardin mythique, c'est avant l'Éden, c'est l'épopée de Gilgamesh, qui était à peu près 1300 avant notre ère. Et en fait, quand on déroule cette histoire, on s'aperçoit que tous les mots-clés, les matériaux qui ont fabriqué l'histoire de l'Éden étaient déjà dedans. Un jardin des dieux, des arbres magnifiques, la quête de l'immortalité, une femme qui était dans le coin et un serpent qui déjà tous les éléments arrête tout net. Donc tout était là et en fait ces matériaux ont été repris pour bâtir l'histoire de l'Éden. D'ailleurs, il y a une part mythique et vous dites que le mot paradis vient d'un mot persan qui signifie déjà, alors enclos, c'est ça, jardin, simili-jardin. C'était déjà dans l'ADN du jardin. Alors là on est sur les jardins mythiques, les tout premiers jardins qui, eux, ont commencé à être cultivés. Alors, les tout premiers jardins, ça remonte au néolithique, quand les chasseurs, cueilleurs, pêcheurs sont devenus agriculteurs. Alors, évidemment, je le raccourcis, mais c'était sur une période un peu plus longue. Ils se sont aperçus qu'il fallait quand même protéger les premières cultures qu'ils mettaient à l'intérieur du village, qui lui-même était clos. Donc ils ont, avec les moyens du bord, fait un enclos, avec ce qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire, à mon avis, du bois, des choses comme ça. Et c'était le premier jardin du monde. Et ce qu'on dit dans la BD, avec Simon, c'est que cet ADN du jardin, c'est le même maintenant. Ils ont mis ce qu'ils avaient de plus précieux, c'est-à-dire de quoi vivre 3 mois de plus, eux et leurs enfants. Et après, les moines ont mis leur foi, Louis XIV a mis sa puissance, les romantiques ont mis leur âme. Et puis nous, après avoir mis un barbecue et un toboggan pour nos enfants, ce qu'on a de plus précieux, on est en train de mettre la biodiversité parce qu'on s'aperçoit que ça devient urgent. Justement, vous dites les jardins sont le reflet de notre culture. Alors nous, on a les jardins à la française qui sont assez symétriques, qui n'ont rien à voir avec les jardins à l'anglaise. Alors qu'est-ce que ça dit justement, ces jardins de il faut les replacer dans le contexte. Les jardins à la française, c'était Louis XIV et il voulait aligner les arbres comme une armée, en fait, taillés pour que rien ne dépasse. Et en fait, il mettait en jeu, en scène, sa puissance. Et quand les Anglais, c'est eux les premiers, ils ont vu cette monarchie de droit divin représentée par des arbres très rectilignes, des symétries, c'est magnifique. Pour eux, ça n'allait pas, c'était une dictature. Donc ils sont passés au jardin à l'anglaise. Alors il y a tous ces jardins différents que vous racontez dans ce formidable album, notamment les jardins monarchiques, j'allais dire. Vous évoquiez les jardins à la française de Louis XIV et autres. Et puis il y a un autre type de jardin beaucoup plus populaire qu'on voit apparaître à la fin du XIXe siècle. Vous y consacrez aussi un chapitre, c'est les jardins ouvriers. Les jardins familiaux, ouvriers. Les jardins ouvriers, c'est quoi la logique justement des jardins ouvriers? C'est au moment de l'essor du capitalisme à la fin du XIXe siècle? Oui, avec l'essor de l'industrialisation, les patrons, entre guillemets, se sont dit si les ouvriers pouvaient éviter d'aller au bar pour être endoctrinés par le parti, faire des grèves, etc., et l'alcool, on va les mettre plutôt dans les jardins ouvriers. Comme ça, ils vont cultiver, ils seront plus sains, ils travailleront mieux, en fait. C'était assez cynique, mais en fait, ça marchait. Sylvie Brunel. Oui, moi, j'avais une question à vous poser. En ce moment, on observe beaucoup, en tout cas quand on vit en province, les ravages de l'obligation légale de débroussaillement, parce qu'elle est appliquée de façon très violente. Les gens sont obligés de défricher dans un rayon de 50 mètres autour de leur maison. Alors, c'est un Dans le sud ? Dans le sud, dans le sud-est, dans le sud-ouest. Et on se rend compte que ça transforme en piste d'atterrissage des jardins qui étaient, comme vous l'avez dit, des modèles à la fois de végétalisation, donc de rafraîchissement, mais aussi de biodiversité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va trop loin? C'est toute l'ambiguïté, parce que je pense que débroussailler, c'est une mesure anti-feu. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas, dans ces régions qui sont très sèches, je pense que laisser des broussailles, du bois mort, de l'herbe sèche, c'est dangereux. C'est une question qui sentait le vécu. Enfin, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, c'est pour une amie, bien sûr. Je suis complètement d'accord avec vous. Sur d'autres régions. Je suis complètement d'accord, mais c'est toute l'ambiguïté. On est tiraillé entre est-ce qu'on a envie de prendre feu. Des injonctions contradictoires. Voilà. Il y a la question du bien-être mental aussi. Certains jardinent et comparent ça à une forme de méditation. C'est votre cas aussi? Je suis plutôt dans l'action. Je suis pas très méditative. Ah ben complètement. Rien que physiquement, c'est un vrai sport. Merci beaucoup Catherine Delvaux d'être venue nous présenter ce superbe album, La belle histoire des jardins, 10 000 ans de culture aux éditions des Arènes, avec de superbes dessins de Simon Hureau. Un dessin, on en a un pour vous, il est signé Louison.
Alors j'ai bien retenu le tuto pour les canicules et le paillage. Je crains que malheureusement notre époque fasse des jardins un petit peu reflet d'un certain climat qui ne s'arrange pas. Merci Louison. C'est maintenant l'heure de retrouver notre ami David Castel-Lopez en vrai sur le plateau. Le voici chaque semaine. David, bienvenue à vous. Vous nous parlez d'un objet, vous en parlez à votre façon, vous posez des questions aussi auxquelles vous répondez à votre façon également. Et votre chronique, je le rappelle, s'appelle Le monde des choses. Le monde des choses, le monde des choses. Mais posez-moi cette raquette, David. Ce soir, vous allez nous parler de vélos, pas n'importe lesquels, des vélos gonflables. Oui, c'est assez amusant, je pense que vous serez d'accord, Renaud, quand des choses qu'on a l'habitude de voir molles sont présentées sous une forme rigide. Un ballon, normalement, par exemple, c'est mou, eh bien c'est assez amusant d'en faire des versions dures, comme cet artiste ultra célèbre, Jeff Koons, qui fait des ballons en métal. Mais c'est également amusant quand une chose habituellement rigide est présentée sous une forme molle. Un vélo, normalement, par exemple, c'est dur, eh bien il y a un monsieur qui a décidé d'en faire une version molle. Et ce monsieur, il s'appelle Benoît Paillard, on le voit ici. Benoît, il a fait une grande partie de sa carrière comme consultant dans le domaine du développement durable. Et puis, en 2020, pendant le Covid, il s'est retrouvé à la maison. Et contrairement à beaucoup d'entre nous qui nous sommes mis à faire notre propre savon et à regarder des vidéos de cochons miniatures sur TikTok, Benoît, lui, il a déposé des brevets en grande quantité. Et l'un de ceux qu'il a déposé, c'était pour un quadricycle électrique gonflable. Alors un quadricycle, pour ceux qui ne sont pas forts en grec, c'est un vélo à 4 roues qui ressemble à ça. On appelle ça aussi quelquefois une rosalie. Et on les voit souvent au bord des plages, par exemple, à Deauville. Mais alors pourquoi en faire une version gonflable ? Eh bien, parce que, contrairement à un quadricycle classique, le quadricycle gonflable peut être dégonflé, ce qui permet un transport plus efficace. Vous le mettez dans une valise, vous prenez le train avec, etc. 2, c'est très réparable. Si vous faites un trou dedans, vous mettez une rustine et c'est reparti. 3, le fait que ce soit gonflable, ça fait que le véhicule ait son propre amortisseur. Et 4, dois-je le répéter, c'est amusant de prendre un truc rigide et d'en faire un truc mou. Alors l'un des premiers prototypes mis au point par Benoît, il ressemblait à ça. Il a été présenté au concours Lépine en 2024, il a gagné la médaille d'or, trop fort, et comme vous le voyez, ce modèle-là, il ressemblait vraiment beaucoup plus à une voiture. Mais depuis, Benoît, il s'est réorienté vers un modèle qui s'appelle la fourmi et qui ressemble davantage à un vélo. Alors, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui se déplace, et donc j'ai décidé d'aller voir en personne la fourmi. Pour cela, j'ai dû me rendre à Clermont-Ferrand, ville auvergnate tristement enclavée, où Benoît était en train de gonfler la fourmi, d'y installer un toit, qu'on va voir juste ici. Vous voyez comment il installe le toit de sa fourmi, ainsi que la batterie de vélo qui lui donne son énergie. Alors pourquoi ça s'appelle la fourmi ? Eh bien principalement parce qu'elle peut supporter 5 fois son poids, un peu comme une fourmi, vous voyez, qui peut prendre beaucoup de son poids, soit 200 kilos. 200 kilos, c'est à peu près l'équivalent de 2 enfants et de 2 adultes de corpulence moyenne, ou alors d'un seul très très gros enfant, ce qui peut arriver quelquefois. Benoît, il m'a d'abord fait une petite démo dans les rues de Clermont, en avant, puis en arrière, comme vous le voyez. Regardez-moi cette grâce. Puis, je suis monté avec lui comme passager. On met les pieds sur les cale-pieds qui sont prévus, les mains sur les poignets, et on y va dans les rues de Clermont-Ferrand. On descend, par exemple, la rue centrale de Clermont-Ferrand, avec le Puy de Dôme au fond, big up à Blaise Pascal. Puis, on arrive sur la place de Jaude, la plus grande place de Clermont, à la vitesse de 25 km/h, qui est le maximum. Et là, Benoît, il m'a proposé de conduire moi-même. Je me suis pas mal débrouillé du tout. Regardez-moi cette dignité complètement conservée. Vous voyez, c'est parfait. Je me suis même entraîné à faire un freinage d'urgence démonstration. Vous voyez, et vous avez vu comme le boudin avant a amorti le choc du freinage. C'est très très beau à voir et comment tout ça m'a rendu très heureux. Ça se voit sur mon visage. Après, c'était déjà l'heure de dégonfler la fourmi, de la voir devenir moins majestueuse, donc, mais beaucoup plus compacte, comme vous pouvez voir sur ces images, et de reprendre le train vers Paris en observant le Puy de Dôme disparaître derrière une colline. Alors, si vous voulez acheter
une fourmi. Elle est disponible en précommande sur le site airnam.com, le site de Benoît, AIRNAM.com, et elle coûte 4 350 €. Oh, c'est tout. Bon, voilà. Bientôt, il y aura des versions avec des panneaux solaires sur le toit et un coffre pour mettre des choses. Il est même prévu une version amphibie. Donc, si vous avez les moyens, n'hésitez pas. Bravo David, rassurez-moi, vous connaissiez personne à Clermont-Ferrand. Non. Pour ceux que vous êtes allés, maintenant ils vous connaissent. Un dessin de Louison. Alors ce week-end, pour ceux qui ont encore leur maman, c'est la fête des mamans, n'oubliez pas. Et surtout, n'oubliez pas de ne pas manger le collier de nouilles, on l'offre. Absolument. C'est très bon conseil. Merci Louison et bonne fête à toutes. Merci à tous les amis. On se retrouve demain à la même heure, 20h05 sur Arte pour 28 minutes samedi et son club international. Comme toujours, on va se quitter comme en musique, forcément avec un clin d'œil à notre invité de la semaine qui est venu tout à l'heure nous inviter à cultiver notre jardin. On va commencer tout de suite, et pas n'importe lequel, on va cultiver notre jardin extraordinaire. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin